Bonjour Sabine Desoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc responsable développement Fondation ELEG à la Fondation de France. On va évidemment parler longuement de ce baromètre de la philanthropie que vous publiez comme chaque année. Mais d'abord, on va rappeler ce qu'est la Fondation de France. C'est quoi le premier réseau de philanthropie dans notre pays? Oui, on revendique un peu cette place. Le premier réseau de philanthropie, parce que la Fondation de France, depuis 50 ans, permet de promouvoir la générosité des Français et donc à plusieurs métiers, mais notamment collecte au bénéfice de l'intérêt général, accueil des fondations abritées. Ouais. Et ensemble, nous finançons 11 000 projets par an portés par des associations. Donc ça fait de nous le plus gros bailleur privé de l'intérêt général. Et donc c'est un réseau de gens très talentueux, très investis et aussi très généreux. Oui, c'est ça. C'est la fondation, c'est un réseau de fondations. On peut dire ça comme ça. 900 fondations et vous l'avez dit, 11 000 projets à accompagner dans des domaines très variés. On peut peut-être donner quelques exemples. Tout à fait. La Fondation de France, elle a été créée avec l'idée qu'on pouvait mobiliser la générosité des Français sur l'ensemble des causes de l'intérêt général. Donc on est la fondation de toutes les causes. Ouais. On a quand même 6 grands domaines d'activité et d'intervention. Il y a la lutte pour la sauvegarde de l'environnement et la transition écologique. On s'investit dans l'éducation, la santé et la recherche médicale, et aussi contre toutes les précarités, les solitudes, le grand âge ou encore les personnes en situation de handicap. Ouais. Est-ce que justement les actions pour préserver le climat, la biodiversité, est-ce que vous les voyez prendre de plus en plus d'importance au fil des ans ? Alors oui, surtout depuis le Covid. Ouais. Avant, c'était encore le parent pauvre de la générosité. Ah oui, alors j'aurais imaginé que c'était quand même ça datait de 5 ou 6 ans. Il y a eu un petit mouvement il y a 5 ou 6 ans, mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme évolution il y a à peu près 2 ans, vraiment au moment du Covid, où il y a eu vraiment une prise de conscience. Et donc les Français sont de plus en plus généreux sur cette cause, et le nombre de fondations abritées qui se créent sur cette cause est aussi de plus en plus important. Vous parlez de fondations abritées, c'est quoi ? Ça veut dire quoi une fondation abritée ? Une fondation, c'est investir un patrimoine pour essayer de résoudre un problème de société, le consacrer à l'intérêt général. C'est donc un objet qui vous permet de mobiliser des fonds et de financer des associations. Vous pouvez soit créer votre fondation tout seul, mais c'est parfois un peu complexe, soit vous pouvez venir vous abriter dans une abritante qui va couvrir pour vous toute la gestion administrative, fiscale et comptable de votre fondation pour vous permettre de vous concentrer à l'essentiel, c'est soutenir les meilleurs projets de l'intérêt général. Donc il y a plusieurs grandes abritants en France. La Fondation de France, historiquement, a à peu près les 2/3 des fondations abritées qui sont chez nous, par notre côté multicause et aussi par notre histoire. Alors je viens à ce baromètre 2022 de la philanthropie. Peut-être un constat en nombre déjà. Est-ce qu'il y a de plus en plus ou un peu moins de fondations ? C'est quoi le constat ? Alors, le nombre de fondations et de véhicules dédiés au mécénat et à la philanthropie explose. Explose. On a doublé le nombre de structures juridiques consacrées à la philanthropie ces 20 dernières années. On est passé de 2005 à 5000 structures de philanthropie. Ça peut être des fondations abritées, des fonds de dotation. C'est bien preuve que la générosité privée aussi s'empare des sujets de société. Donc il y a vraiment un mouvement très fort, avec en plus deux grandes lignes, les fondations d'entreprise qui vraiment aujourd'hui font un pas en avant, notamment depuis le Covid, et les fondations de famille qui s'investissent dans un projet ensemble. Alors justement, on va détailler ça, fondation d'entreprise. Vous dites que ça s'est accéléré, pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des entreprises plus petites ou de taille intermédiaire qui se sont engagées pendant cette crise Covid et qui veulent pérenniser leur engagement. Exactement. Est-ce que c'est ça ? Les entreprises, pour moi, il y a vraiment eu 2 mouvements. Il y a eu l'engagement pendant le Covid des TPE-PME qui se sont mobilisés dans l'Alliance Tous Unis contre le virus et qui ont vu l'impact de leur engagement auprès de leurs parties prenantes, de leurs collaborateurs, et qui faisaient déjà un peu de mécénat, mais qui se sont poser la question de comment pérenniser l'engagement et comment en faire un projet collectif qui permet aussi d'incarner les valeurs de l'entreprise. Donc ça, il y a un vrai sujet en ce moment. On a beaucoup plus de TPE, PME qui nous appellent pour qu'on les accompagne sur ce sujet. L'autre raison pour laquelle les fondations d'entreprise augmentent, c'est aussi la stratégie de RSE. Les entreprises se posent la question de leur responsabilité et viennent développer, inscrire dans leur stratégie leur engagement. Et le mécénat est complémentaire à la stratégie de RSE et donc ça permet de mettre en cohérence
toute l'image de l'entreprise. Oui, alors justement, à propos de cohérence, parfois la cause est en lien avec le métier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu en préparant l'émission l'exemple de la fondation Brico Dépôt, Oui. qui travaille sur quelle Sur thématique? l'habitat et sur l'amélioration de l'habitat pour les personnes les plus précaires. Voilà, c'est souvent le cas? Non, alors en fait, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui Oui. nous questionne beaucoup à la Fondation de France, notamment à l'Observatoire de la philanthropie. Dès lors que l'entreprise est assez vertueuse naturellement et qu'elle a déjà une politique RSE très installée, ça ne nous paraît pas incohérent que la politique de mécénat réponde à la politique de RSE et à l'objet de l'entreprise. Vous avez pris l'exemple de Brico Dépôt, on a aussi la fondation de l'entreprise Blanche Porte, qui est un VPCiste sur du linge de maison, qui a une clientèle de femmes et qui s'investit sur le droit des femmes. Quand l'entreprise est plus controversée, on essaye de décorréler complètement l'objet de la fondation de l'objet de l'entreprise pour pas que la fondation soit l'outil de gestion de l'externalité négative de l'entreprise. Oui, ça devient un outil de greenwashing en quelque sorte. Quoi. Donc notre rôle à la Fondation de France aussi, c'est de pouvoir bien vérifier que le mécénat ne serve pas l'image de l'entreprise. Et alors, il y a aussi des familles qui créent ces fondations abritées. Alors, alors, je me suis dit ça, ok, mais alors ça concerne qui? C'est des gens qui ont forcément beaucoup d'argent? Alors, pas forcément. Ah oui, alors c'est intéressant. Déjà, ça. on peut créer une fondation avec une dotation d'à peu près 200 000 euros qui peut être apportée en plusieurs années. Bon, c'est déjà beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. Mais la philanthropie, la générosité, tout le monde a accès à la générosité, il n'y a pas de petits dons. Le fait de structurer une fondation familiale, souvent ça permet de consacrer une partie du patrimoine familial à un sujet qui est un sujet d'indignation commun de tous les membres de la famille. Ah, ça emporte les générations, c'est ça? C'est vrai qu'on voit vraiment ce type de projet arriver en ce moment à la Fondation de France. La typologie des fondateurs, il y a encore quelques années, c'était des chefs d'entreprise de 65, 70 ans ou des cadres supérieurs qui, en fin de carrière, décidaient de structurer leur générosité. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui s'investissent très tôt ou qui cèdent leurs entreprises très tôt et qui font du mécénat leur nouveau projet de vie. Et donc, on travaille beaucoup avec les conjoints, les enfants, parfois sur plusieurs générations, et on les fait travailler sur quelle est votre indignation commune et quel impact vous voulez avoir pour l'intérêt général dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Ouais. Donc vous accompagnez ceux qui veulent créer une fondation, hein, si on veut bien comprendre, parce qu'on peut faire des erreurs? Ah oui, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs dans, par exemple, le choix de la cause. Il arrive qu'on soit indigné par un sujet et qu'on se rende compte, une fois que la fondation existe, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs associatifs à financer. Et donc, on est un peu perdu. On a du mal aussi parfois à choisir le bon acteur associatif, celui qui a le plus d'impact. On peut aussi faire des erreurs, notamment dans les fondations d'entreprise, sur le mode de gouvernance des fondations. Et donc, l'accompagnement de la Fondation de France, nous, on est la porte d'entrée de la générosité. Quelqu'un qui a une idée et qui veut s'engager peut nous appeler et nous dire, voilà, j'ai un projet, comment je peux faire? Et nous, on accompagne dans des cycles qui vont entre 3 et 6 mois. Et on compose avec le fondateur l'objet de sa fondation, l'impact qu'il veut avoir, sa stratégie d'intervention, sa gouvernance, et après on crée sa fondation. Est-ce que la mentalité de la société française est en train d'évoluer? Parce qu'on se compare souvent aux Américains qui, notamment en matière de générosité, de mécénat, publient des classements, n'ont aucune fausse honte à dire bah oui, j'ai beaucoup d'argent et je le partage. Est-ce que c'est en train un peu de changer dans notre pays? Un petit peu. Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemplarité et du témoignage. Quand on a des grands philanthropes qui témoignent de leur philanthropie, ça fait souvent écho. Et donc, ça permet peut-être de... Pourquoi ils hésitent, pardon de vous interrompre, à le dire? Parce qu'ils ont peur, justement, comme on a un rapport un peu particulier à l'argent en France, qu'on dise « Ah, mais ils se cherchent, ils se donnent bonne conscience », ce type de discours. Moi, je dirais qu'on a à peu près 60% des philanthropes de la Fondation de France, dans les fondateurs, qui sont extrêmement discrets sur leur philanthropie, soit pour des questions d'humilité aussi. Il y a beaucoup de questions d'humilité. Il y a aussi de questions de ne pas vouloir être trop sollicité par des associations. C'est vrai qu'on a un rapport à l'argent qui est un petit peu différent. On a aussi un rapport à la place de l'État qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'État traite en partie ce qu'il peut des sujets de société. Et donc le fait que la générosité privée s'empare de ces sujets-là, c'est un peu plus tabou, mais c'est en évolution. Donc voilà, il y a une évolution. Ouais. On va terminer là-dessus. Vous l'avez déjà évoqué, mais la place du bilan RSE finalement dans les entreprises, est-ce que c'est aussi un moteur de philanthropie, des entreprises qui cherchent à améliorer leur bilan RSE? Alors le mécénat et la philanthropie ne peuvent pas. Oui, je sais bien, mais dans l'image, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Voilà, la mise en cohérence
gouvernance globale. La Ouais. stratégie de RSE va vraiment ancrer l'entreprise dans sa responsabilité et c'est plutôt tourné vers sa responsabilité interne, la gestion de ses fournisseurs, de ses collaborateurs, de son impact environnemental. Ouais. Le mécénat, c'est le pas d'à côté qui va venir compléter la stratégie de RSE et permettre de façon désintéressée, sans garantie ou en tout cas bénéfice d'image normalement, d'aller faire le pas de plus dans cet engagement. Merci beaucoup, merci Sabine Dessoir, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on va pousser les portes de la maison de la planète qui vient d'ouvrir à Boulogne-Billancourt.